Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir. Je sais il est un peu il est tard, il est déjà 22 heures, hein, heure de Paris et 21 heures au Cameroun. C'est quand même la dernière semaine. On devait quand même faire, c'est quand même le dernier jour de cette semaine, dimanche. On inaugure demain matin, lundi, notre événement. J'ai pas été très présent pour cette semaine. Je sais très bien. Ben, là, on est là, on est là. On va se rendre de plus en plus disponible. Mais avant de, voilà, il fallait qu'on parle. Il y a un sujet, moi, qui m'est tellement important qu'il fallait que je revienne. Parce que le fanatisme, c'est un grand mot. Ouais. Mais je sais que beaucoup étaient connectés là. Il y avait Emmanuel Kemta, le grand frère, qui faisait un direct. D'ailleurs, il vient de finir. Voilà, il fallait que j'attende qu'il finisse avec son direct pour que je puisse lancer. Je pense qu'il a fini pour maintenant. Donc, je ne suis pas en train d'écorcher son temps, je l'espère. Parce que c'est un peu ça. Bon, quand vous êtes en cohérence idéologique avec certains combattants, c'est bien voilà, de laisser chacun s'exprimer parce que c'est une complémentarité dans notre communication. Et il le fait si bien qu'en fait, ce qui m'intéresse beaucoup sur cette année, c'est la dimension historique du combat qui ne cesse de nous rappeler pour qu'on évite les pièges à venir. Et comme tu as cette originalité où il a été un activiste depuis le cas du Cameroun, mais il est devenu exilé par rapport à ses convictions. Et nous le respectons, en tout cas moi je le respecte beaucoup et j'ai tout mon amour pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a su garder une certaine cohérence après tant d'années de combat. Tandis que lorsque nous observons sur la scène politique, il y a beaucoup qui ont fait retournement de veste, qui ont trahi ou bien qui ont complètement abandonné, qui ont abandonné le combat. Mais non seulement abandonné le combat, mais sont devenus des forces mortifères pour neutraliser toute initiative ou bien toute velléité de contestation au sein du Cameroun. Donc, c'est pas donné. Il y a plusieurs, hein, comme ça, que je ne vais pas peut-être nommer, mais qui sont restés très cohérents dans leur démarche et qui n'hésitent en tant qu'aînés de donner la place à la nouvelle génération et les canaliser pour aller. Mais vous savez que dans ce combat, il a aussi été très déçu parce que Kemp a fait partie de ces aînés qui ont donné de la flamme à certains des jeunes comme nous et plusieurs. D'où certains ont dû le décevoir par leur attitude de vouloir patrimonialiser le combat, c'est-à-dire rendre le combat comme étant eux, l'alpha et l'oméga de toute initiative qui est portée, alors que c'est un jeu d'équilibre, c'est un jeu de complémentarité où chacun de nous apporte la pierre. Mais certains ont voulu instrumentaliser notre combat pour atteindre des objectifs un peu plus personnels et individualistes. Et là, il sait le dénoncer, il sait le faire. Mais nous respectons son combat et vous allez donc écouter cette pastille où, parce que l'histoire dans tout combat c'est très important. Il faut qu'on s'inspire du passé pour voir comment se projeter dans l'avenir et éviter les erreurs du passé. Parce que la plupart des partis politiques qui ont voulu se démarquer, on a vu à l'intérieur de ces partis la fragilité, la contradiction qui ont souvent neutralisé ces partis politiques. Et on a vu le goût de l'argent, la cupidité, aussi l'avidité de certains membres de ces partis qui utilisaient la contestation de ces partis dites de l'opposition pour atteindre leurs objectifs purement personnels, soit une plateforme financière, soit un poste de nomination, on le voit très clair. Et ce climat a aidé à dépolitiser le peuple camerounais qui, eux, dans l'imaginaire populaire, se disaient tous les politiques sont pareils, que ce soit de l'opposition, que ce soit tous sont pareils. Et c'est cette rhétorique qui a été développée durant des années à faire expliquer aux Camerounais que n'y croyaient plus, les politiques sont pareils. Et même le régime en place, lorsqu'il y avait des élections qui se présentaient ou bien des échéances, le régime, dans son projet de société, ne se dérangeait pas à défendre son projet de société, mais tout au contraire, c'était de taxer leurs adversaires politiques, de dire que mais oui, vous voulez que Paul Biya parte, vous voulez que le régime en place puisse partir, mais vous avez qui dans l'opposition? Et ça, cette rhétorique a neutralisé la plupart des Camerounais et même
à stopper, à empêcher qu'il y ait vraiment l'émergence d'un véritable leadership politique dans l'opposition. Mais comme j'aime bien le dire, la sélection naturelle sait faire ses choses. À un moment dans le cours de la vie politique de notre pays, elle a dû susciter un nouveau mouvement, elle a dû susciter des hommes nouveaux qui pensaient la politique différemment, qui ont compris que lorsqu'on fait la politique, il faut mettre le peuple au centre de ses orientations, de ses intentions politiques. Et lorsqu'on a le peuple, toutes les décisions qui doivent suivre doivent être en conformité avec les aspirations de ce peuple. Et voilà comment ça a pu encore réengager, redynamiser, ou bien donner de l'engouement à beaucoup des Camerounais qui étaient déjà dépolitisés et qui n'y croyaient plus. Et voilà comment on a inauguré en 2018 la plupart de nouveaux visages venant de partout, qui a été quand même sous l'onction et sous la conduite du mouvement pour la Renaissance dans ce pays, par son leader charismatique, le professeur Maurice Kamto, qui a donné un autre goût de la politique, qui a étalé les faiblesses et la fragilité non seulement de ce régime, mais aussi les accompagnateurs de ce régime qui se disent être de l'opposition. C'est pour ça qu'il est très combattu. Donc, Emmanuel Kempta, dans cette démarche, essaie de restaurer cette historicité du combat politique pour le Cameroun, pour nous permettre de fuir tous les pièges de Ponce Pilate, des Judas, et des gens qui n'ont pas vraiment de serve révolutionnaire, qui n'ont rien dans le combat, mais qui n'ont que pour eux toute réclamation stomacale, en se disant qu'on peut utiliser la politique pour atteindre ses objectifs purement personnels. Et qui nous permet aujourd'hui, par cette réflexion, par sa réflexion d'Emmanuel Kempta, d'éviter et de ne pas tomber dans le piège de la manipulation de plusieurs. Parce que plusieurs se présentent à nous comme étant des agneaux, alors que ce sont des loups déguisés en peau d'agneau. Donc, il nous permet aujourd'hui de mettre au service de notre intelligence politique pour détecter et pouvoir ce tel individu. Et lorsque l'on les a vus, on les neutralise. Et c'est ça qui fait le bien aujourd'hui de notre combat, c'est de savoir que aujourd'hui, le combat n'est plus comme dans les années 90. Nous avons la chance que dans ces années, il y a un sursaut de modernité. Nous avons quand même l'utilisation des nouvelles techniques de l'information et de la communication, en l'occurrence les réseaux sociaux, qui nous donnent en temps réel certaines informations qui étaient peut-être par le passé très cachées, mais qui nous renseignent sur le comportement et le temps de plusieurs. Donc, on ne peut plus se comporter n'importe comment. Donc là, nous lui disons merci et bravo pour ce travail de pédagogie historique, politique du Cameroun, qui nous permet, nous, on vient, on s'abreuve de ça et permet d'asseoir et de rassurer notre conviction. Quand je l'ai dit, je vais rappeler aux Camerounais, vous avez vu depuis quelques jours, il y a une campagne qui est passée, je pense que beaucoup n'ont pas très suivi, mais le peu qui ont suivi sont conscients et prennent au sérieux vraiment cette interpellation. C'est la campagne qui a été portée par Agi Canada. Agi Canada, c'est ce mouvement de la société civile, hein, voilà, qui continue son travail, bien évidemment, qui le mouvement du feu Pénaïkoka. Vous avez dans un démembrement de Canada, démembrement de Agi Canada, eux qui ont continué, qui se disent qu'il ne faut pas rester silencieux, qu'il faut continuer dans le travail de sensibilisation et de conscientisation du peuple camerounais. Et qu'est-ce que Agi Canada a pu faire? Agi Canada a contrairement à beaucoup peut-être qui l'ont oublié ou bien qui n'ont pas très poussé, parce que le MRC le pousse, ce combat, ils le font même sur le terrain, même si ce n'est pas très communiqué, très médiatisé. Mais Agi Canada, comme membre de la société, nous a rappelé quand même quelque chose, que nous qui bavardons, etc., qui nous a rappelé, mais écoutez, la clôture des inscriptions sur les listes électorales, sur les listes électorales se feront le 31 août, donc dans quelques jours, donc mardi, je crois que c'est mardi, non, c'est mercredi ou jeudi, c'est la clôture. Pourquoi? Parce que le code électoral garanti par la loi camerounaise, il stipule dans son article 114, alinéa 2, que chaque année, on assiste à un renouvellement ou bien une inscription des listes électorales se font le 1er janvier et s'achève le 31 août. Et pourquoi c'est très important? Parce que les gens pensent que c'est plutôt anodin de faire une communication sur les gens, il n'y a pas d'exigence électorale. Non, n'attendons pas 2025.
On l'a toujours expliqué, on l'a toujours dit qu'il y a toutes les manœuvres, les tentatives même, avec le comportement de ce régime en place, de plus en plus, les éléments qui sont en notre possession, ou bien les faisceaux d'indices que nous avions, nous démontrent à suffisance qu'il est même fort probable que Paul Biya prenne les Camerounais au dépourvu, c'est-à-dire puisse organiser une élection anticipée avant 2025. Tout peut arriver. Mais dans ce démarche-là, il faut une préparation des peuples. Il faut une préparation du peuple camerounais. C'est-à-dire, nous ne devons pas être surpris par rapport à eux. Donc, nous, en tant que peuple, nous devons, aujourd'hui, parce que nous avions compris le fonctionnement de ce régime, nous avions compris comment il va être. Donc, ne soyons pas surpris à tout événement. Donc, préparons-nous, essayons de simuler tout ce qui peut se produire. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup plus les grandes puissances. La plupart des grandes puissances aujourd'hui, parce que les guerres que nous vivons dans le monde aujourd'hui, les grandes puissances résistent parce qu'ils sont, vous voyez, la Russie. La guerre, je vais prendre peut-être la guerre de, pas la guerre de la Russie, mais l'opération spéciale, il faut le dire ainsi. L'opération spéciale, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre à la Russie. Parce que la guerre pour la Russie, si c'était une guerre, il fallait mobiliser tout le peuple. La constitution est très claire. C'est pour ça que Poutine ne veut pas qu'on parle de guerre. Et il a raison. On ne parle pas de guerre. Parce que ça ne mobilise pas. Il ne doit pas mobiliser tous les moyens de l'État. C'est une opération spéciale dans le but de se protéger. Mais Poutine essaie de résister. La Russie essaie de résister. Pourquoi? En tant que grande puissance, ils ont simulé, même dans les années, ils ont simulé les événements ou bien les opérations, même peut-être imaginaires, mais à se préparer à toute éventualité, parce qu'ils savent très bien que l'ennemi, dans sa volonté d'envahir la Russie, ou bien de faire disparaître la Russie, sera prêt à tout. Parce que les Russes, pour eux, le premier ennemi, c'est les États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette projection? Et les États-Unis le font très bien. Dans cette projection, on simule à l'avance, même si l'ennemi ne le pense pas. Mais on se prépare à une éventuelle attaque de toutes sortes de l'ennemi. Donc vous allez voir qu'il y a une simulation, il faut le contrôle de l'espace, il faut le contrôle des mers, des eaux, il faut le contrôle terrien, il faut. Donc les gens se projettent, ils anticipent. Et les États-Unis aussi, c'est une originalité. Les États-Unis sont arrivés à une dimension où ils simulent même déjà une guerre contre les ovnis. Les ovnis sont les objets volants non identifiés. Donc, ce qu'ils appellent, d'autres appellent ça extraterrestre. Les États-Unis ont construit leur armée à se préparer à une attaque ou bien une invasion des extraterrestres. Et c'est ça, le fonctionnement. Donc, en tant que peuple camerounais, lorsqu'on a vu, on a compris le cynisme de ce régime, il est important de se préparer à toute éventualité. N'attendons pas forcément 2025 pour se préparer. Moi qui vous parle, j'ai ma carte. Je l'ai, moi je suis inscrit depuis. En tout cas, merci Dieu parce que j'ai eu cette culture politique par mon père, qui était quelqu'un qui connaissait ces choses. Donc du coup, moi quand j'ai eu mon âge majeur, c'est des questions qui m'ont intéressé. C'est trop... bon, je vais bloquer quelqu'un, excusez-moi. Attendez que j'arrête, ouais. Confirmer, ouais. Je vais le bloquer. Ouais. Oui. Donc, nous devons nous inscrire. Nous avons quelques jours. Donc, que ce soit au Cameroun, que ce soit à la diaspora, allez à l'ambassade. Pour tous ceux qui sont de la diaspora, allez à l'ambassade. Dans vos ambassades, toutes les ambassades là. Vous allez là-bas, vous dites, vous êtes venu vous inscrire. Il y a une commission de l'ECAM qui siège depuis le 1er janvier jusqu'au 31 août. C'est là, c'est normal, il faut aller. Et si vous êtes même, vous n'aviez pas trop d'informations, je vous invite, je pense que les membres du MRC, au niveau de la diaspora, il y a une commission sur les questions électorales là, qui sont très renseignés sur ces questions, peuvent vous orienter. Ils peuvent vous orienter par rapport à ça. Donc, soyez interpellés. Je parle du MRC parce que je sais au moins que c'est un parti structuré. Voilà, il est structuré, contrairement à certains qui racontent n'importe quoi, je suis représenté. Il est structuré, on les connaît, ils sont bien identifiés à des bureaux. Donc, adressez-vous au MRC, à certains membres que vous connaissez, etc., qui vous renseignent mieux. Je sais qu'ils suivent ces questions-là.
ils peuvent vous renseigner. Donc, allez à l'ambassade, vous inscrire. C'est votre droit. Allez vous inscrire. Donc, c'est ouvert. Parce que l'ambassade est une extension de notre République, le Cameroun, dans un autre territoire. Donc, il faut y aller. C'est important. Il faut vous inscrire. C'est très important. Donc, je veux dire merci à J Canada qui l'a fait. Vous avez vu la vidéo circuler, je l'ai publiée, L'homme où tu as l'affaire, Steve Saab. Il y a plusieurs qui ont parlé de cette petite vidéo. On l'a partagé. Les gens, merci beaucoup, l'ont partagé aussi, cette vidéo, qui nous sensibilise par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Parce que beaucoup, ça c'est vrai, il y a trop de buzz. Au Cameroun maintenant, c'est le buzz tout le temps, chaque jour il y a du buzz, etc. On a eu le dernier buzz, j'ai aussi écouté comme tout le monde, hein. C'est normal, c'est l'actualité. Ça se verse, c'est les réseaux sociaux, faits divers, de Clé 14, on a parlé de Clé 14. Mais ce qu'il faut dire dans Clé 14, ça ne va pas changer notre vie, c'est une histoire de couple, hein. C'est une histoire de sexe, etc. et tout ça, ça ne va pas changer notre avenir. Lorsqu'on a écouté ou bien qu'on a suivi ça, il faut qu'on se concentre sur l'objectif. C'est très important. Et notre objectif aujourd'hui, les histoires de Clé 14 ne nous donneront pas notre avenir, ne changeront rien à notre situation. C'est de la diversion à un certain moment. C'est leur problème. Même si on est allé là-bas pour se distraire ou bien pour se divertir, mais il faut qu'on revienne, qu'on soit conscient de ce qui nous attend. Il y a une bataille, notre bataille, c'est de libérer notre pays de 40 ans de dictature. C'est très important. Donc, inscrivez-vous massivement. Et quand je lui ai dit, la dernière communication, c'est la manifestation du 17 septembre 2022 à Paris. Je dis déjà merci à tous les combattants qui œuvrent à la matérialisation de cette manifestation. Vous savez, nous revendiquons de ceux qui estimons que le combat n'est pas encore fini dans la diaspora. Parce que la lutte au Cameroun a son extension dans d'autres zones géographiques au-delà du Cameroun. Et c'est elle qui porte, et c'est elle qui donne la force à ceux-là, chaque jour. Parce que vous savez très bien, nous sommes dans un régime dictatorial qui ne permet même pas les expressions des oppositions, qui n'accepte pas un seul instant, alors que la Constitution est très claire. C'est une loi fondamentale qui doit mettre tous les Camerounais d'accord. Mais le régime en place piétine la Constitution comme sa première paire de sandales. Elle s'en fiche pas mal. Elle impose la loi d'un individu qui est Paul Biya. On empêche non les expressions des oppositions dans notre pays. Mais nous, de la diaspora, nous avons eu le privilège. Parce que les gens faisaient semblant. La plupart de certains États étaient dans une conspiration de silence. C'est-à-dire, on laisse la dictature faire, on laisse M. Biya organiser. Tant que ça n'affecte pas leurs intérêts, on ne doit pas parler. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, de ces mécréants qui sont à la tête du régime, à la tête du Cameroun, et certains de leurs complices à l'extérieur, il y a une diaspora consciente, solide, qui s'est levée, dénoncée, criée partout, dans les rues de Paris, dans les rues européennes, même aux États-Unis, qu'au Cameroun, il y a une dictature. Une dictature qui empêche les expressions des oppositions. Une dictature qui enferme les gens parce qu'ils ont osé demander un mieux-être pour les Camerounais. Une dictature qui tue les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a une dictature qui veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens, même s'il faut assassiner tous les Camerounais. Et ça, c'est notre rôle, ces manifestations. En dehors de cette manifestation, un vague mouvement de contestation et de boycott a été lancé. On s'est dit, mais non, ces gens ne doivent pas être des maîtres au Cameroun et continuer d'être des maîtres en Europe et aux États-Unis. Tous ceux, de manière directe ou indirecte, qui sont les instantions, bien, qui sont les instruments pour paupériser le peuple camerounais, vont nous rencontrer sur leur chemin au niveau de la diaspora. Alors vous avez vu qu'aujourd'hui, les ministres, les directeurs, les décideurs, certains politiciens véreux ne peuvent plus se balader sur les rues parisiennes ou en Europe ou aux États-Unis, n'importe comment. Parce qu'ils seront pourchassés par le peuple camerounais représenté par la brigade anti-Sardina, la BAS. Et vous avez vu qu'il y a véritablement un recul. Sur certains d'entre eux, il y a beaucoup d'avancées pour le cas du Cameroun. Ou, bon, pas beaucoup d'avancées, j'exagère. Il y a quand même des petites avancées.
où les Camerounais étaient très maltraités dans les ambassades, où la façon dont il y avait même une dénonciation faciale et tout ça. Mais vous aviez vu que chaque fois que nous avions porté certains mouvements de contestation ou bien de boycott, il y a eu un recul considérable de ces politiciens véreux. Et ça nous intéresse. Donc, ce moyen de pression qui nous est cher, où nous continuons, nous avons donc décidé, ce qui nous a donné des trophées, ce qui nous a permis à prendre en considération aujourd'hui les récriminations de la diaspora, ce qui nous a permis aujourd'hui de compter dans la décision de la sphère politique camerounaise. Donc ces éléments qui ont bâti, qui ont mis de la pression, parce que cette pression même a pu libérer, a été les éléments qui ont poussé même ce régime à libérer les détenus politiques à l'époque, comme le professeur Maurice Kamto, nos marches, tout ça. Ça a été une véritable pression. On sait ce qui s'est organisé. Même l'écoute aujourd'hui à l'international, c'est par nos mobilisations, c'est par nos manifestations. Tout ça a porté du fruit. Pas totalement, mais ça a quand même porté du fruit. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsque nous menons ces manifestations, c'est un baume dans le cœur de ceux qui sont emprisonnés. C'est pour ça que je ne peux pas parler sans évoquer ces prisonniers politiques qui sont embastillés parce qu'ils ont osé réclamer un mieux-être pour les Camerounais. Tenez bon les amis. Je sais qu'en ce moment, il y a une pandémie qui s'abat sévèrement sur vous, qui est le choléra. C'est à cause des conditions insalubres dans ces geôles infestes. Mais nous nous battons. Nous sommes au courant de vos souffrances, de vos difficultés. Mais le mécanisme de solidarité qui a toujours été le nôtre pour vous soutenir, nous n'hésiterons pas de mettre quelques petits moyens pour ne serait-ce vous aider. Mais c'est de dire à ceux qui gèrent ce pays que la négligence, ou bien cette volonté de détruire ces braves hommes, ces braves femmes qui sont détenus parce qu'ils ont fait un choix politique différent de vôtre, c'est une lâcheté. Et c'est un crime contre une partie du peuple camerounais. Vous laissez expressement ceux-ci tomber sur le coup du choléra. Vous laissez expressement les conditions insalubres pour que ceux-là qui sont sortis demander mieux-être pour les Camerounais puissent souffrir à cause de leurs convictions. Mais si vous croyez que c'est comme ça, de cette manière, que vous allez le dépouiller de leurs convictions, de leurs choix politiques, dépouiller de leur engagement, les affaiblir, les fragiliser, vous vous êtes trompé. Parce que ces hommes, non seulement ce sont des Camerounais, patriotes, mais qui se sont engagés dans un mouvement politique pour parler. Parce que la plupart aussi il y a beaucoup de sympathisants, certains même qui n'étaient pas encartés. Mais ce que vous devez vous dire, c'est que c'est des hommes, lorsqu'ils sont sortis, ils savaient qu'ils sortaient au prix de leur vie. Et ne croyez pas que vous êtes en train de faire mal à ces jeunes. Ne croyez pas que vous êtes en train de les subir, parce que la preuve en est que on sait tout ce que vous aviez pu faire pour négocier avec certains. Vous avez demandé à certains de régner Maurice Kamto, de régner le MRC pour avoir une libération. Mais beaucoup ont refusé parce qu'ils étaient là par conviction. Donc ils sont en train de payer le prix de leur engagement politique. Mais nous leur disons, tenez bon, c'est dur. Humainement, c'est dur. La chair, elle est faible. C'est très dur. Mais si c'est vous qui devez payer le prix pour que le Cameroun soit sauvé, payez-le. Il n'y a pas de souci. Nous ne pouvons pas rigoler avec votre engagement. Nous ne pouvons pas vous manquer de respect. C'est pour ça que je respecte tout un prisonnier. Tout prisonnier. Je vous respecte beaucoup. J'ai beaucoup d'estime. Je me rappelle qu'il y a certains qui sont sortis que j'ai rencontrés. Quand ils sont présentés à moi, Stéphane, j'ai fait la prison. J'ai rencontré un dernièrement en Suisse. Oui, en Suisse aussi. Mais la considération et l'amour que j'ai pour eux, d'autres, j'embrassais humainement, chaleureusement, et je leur disais, vous êtes pour nous une force inimaginable. Donc nous, on va faire ce que nous pourrions pour vous aider, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'appelle encore tous nos amis,
nos camarades, n'hésitez pas à porter le soutien à ces prisonniers politiques. Parce qu'ils payent le prix d'une libération. Tandis que les gens veulent faire croire que les Camerounais ne sortent pas, que les Camerounais ne s'indignent pas. Ils sont la preuve visible et palpable qu'il y a des Camerounais qui se lèvent encore pour dire non à la dictature. C'est pour ça que je ne pourrai jamais être d'accord avec ce combat, avec ce discours, voulant discréditer certains Camerounais, voulant dire que les Camerounais sont seulement versés dans la boisson. Non, il y a exception. Il y a des Camerounais qui sont conscients des enjeux. Il y a des Camerounais qui se sont livrés. Il y a la multitude. Mais pour analyser le contexte, il faut savoir que pour créer cette indignation, le régime, pour créer cette indignation, ça a été fragilisé parce que le régime a surfé sur le tribalisme pour stopper. Vous avez vu en direct que les gens pour qui on se bat, qu'on dénonce, qu'on se bat pour qu'ils aient des conditions meilleures, c'est les mêmes qui dénonçaient les marcheurs, c'est les mêmes qui dénonçaient nos camarades. Ils les livraient à la police. Parce que ceux-ci se disaient que c'était un combat d'une ethnie, que c'était un combat pour imposer un homme issu d'une ethnie à la tête du Cameroun, alors qu'ils n'avaient rien compris, ces affamés. Alors qu'ils n'ont pas compris que la bataille que nous menons, c'est la bataille pour tout le peuple camerounais. C'est pour ça que je vais vous dire, continuez dans ce combat, continuez, donnez-vous à fond. Même si on vous catégorifie que votre revendication n'est qu'une revendication tribale, n'écoutez pas, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Ce sont des gens qui veulent empêcher la conversation autour des questions, des problématiques sociétales, telles que les détournements de fonds publics, telles que la malgouvernance. Et votre appartenance à une ethnie ne vous doit pas vous disqualifier sur le combat de la libération de notre pays. Même si vous êtes 100, même si ce sont les images, c'est vous qu'on voit, que vous appartenez à la même ethnie. Continuez votre combat, n'écoutez pas. Parce que les autres, on a fait croire à certains que le combat que nous menions, c'est le combat d'une tribu. Mais un jour, ils le sauront. Et nous de leur dire que le fait de rester silencieux, croyant que ce combat appartient juste à une ethnie, c'est leur problème. C'est vous qui donnerez le triomphe à cette tribu par après. Mais elle va se battre, elle va continuer, comme vous le considérez. Mais c'est un grand mensonge. Parce que lorsque je prends l'architecture ou bien l'ossature du MRC, je me rends compte que ce n'est pas seulement les Bamileke dans ce parti politique. Dans le directoire, elle bénéficie de toutes les composantes ethniques autour de ce parti. Même dans la diaspora, dans notre révolution. Il n'y a pas seulement les Bamileke. Elle est diversifiée, c'est plusieurs ethnies. Même si je peux savoir la difficulté, la pression familiale autour de certains. Il y a d'autres même qui prennent le recul. On comprend ces paramètres. Mais je veux saluer ceux qui sont restés déterminés. Ils sont plusieurs dans ce combat. Qui n'ont pas écouté ce discours, mais qui se battent pour le Cameroun. Quelle qu'en soit leur appartenance ethnique ou tribale. C'est important. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Donc, le 17 septembre, nous devons nous mobiliser tous sur Paris. C'est une des grandes rencontres, la retrouvaille entre la famille combattante. Mais cette rencontre sera encore d'interpeller le leadership français par rapport aux questions africaines. Et le cas le plus présent, le cas du Cameroun. Il faut que Macron nous dise, sur le cas du Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Parce que Macron ne doit pas toujours réciter devant nous que non, le Cameroun c'est un pays souverain, c'est faux. Et Macron ne doit pas dire aux Camerounais qu'il n'a aucun levier pour mettre la pression sur Paul Biya. Il doit cesser cette tromperie, il doit cesser ce langage. On a vu
que pour la Russie, grande puissance, souveraineté accomplie, ils ont mis tout un système de sanctions pour affaiblir. Et les Russes, parce que ce président était un visionnaire, dans sa prospective politique, a dû anticiper sur beaucoup de choses, sinon la Russie serait à genoux aujourd'hui. Mais le cas du Cameroun, qui est sous perfusion financière, dont la France dépend de temps en temps, on se rappelle, en 2019, Macron a fait débloquer 100 000, je crois que c'était 100 000 millions d'euros pour qu'on paye. Il y avait une crise de trésorerie au Cameroun. C'est la France qui a aidé. Donc, Macron peut utiliser ces leviers, se dire, comme c'est une dictature, parce qu'il le sait, au Cameroun, il peut donc utiliser ces leviers, se dire, puisque on ne respecte pas le code électoral, puisqu'on ne respecte même pas les lois qu'on s'est fixées, puisqu'on se moque même des conventions internationales, puisqu'on se moque de tout, on piétine tout, par solidarité au combat du peuple camerounais, ok, nous n'allons pas participer à cette mascarade, puisqu'on demande à M. Paul Biya d'organiser un dialogue franc, puisqu'on lui demande à M. Paul Biya de cesser la guerre dans le nord et le sud-ouest, mais il continue. Il faut bloquer sur l'achat des armes. Il faut arrêter tout ça, parce qu'il y a des morts. Donc il y a tout un mécanisme, toute une batterie de sanctions qu'on peut mettre en application et mettre ce régime à genoux. Mais ils ne le font pas. Ils viennent tenir des discours à demi-de pour tromper. Donc c'est pour ça que le 17, nous allons exposer cette artillerie française. Nous allons les exposer le 17 septembre. Il faut venir. Et nous devons redynamiser, remobiliser les troupes dans la diaspora. Et faire comprendre que cette diaspora est toujours debout. Elle vit pour revendiquer ce qui est meilleur. Quand je l'ai dit, je vais sauter par un sujet qui me paraît très important. La FECAFOOT. Le fanatisme tue. Je dis bien, le fanatisme tue. Pourquoi le fanatisme tue? Le fanatisme a pour démon une certaine démarche de neutraliser votre raison critique en surfant sur les émotions. En fait, le fanatisme neutralise la raison critique et agit sur les émotions. Et vous voyez tous le prisme des émotions sans analyser. C'est pour ça que lorsque vous aviez un discours dissonant, un discours qui ne cadre pas avec votre condition psychique, mentale, vous traitez l'autre directement de jaloux. Vous avez une lecture étroite de cette dire et de cette déclaration. Ça, c'est le fanatisme. Et il est dangereux pour une société comme le Cameroun, qui, malgré toutes les difficultés, tend à se construire. Et ce fanatisme-là n'est pas souvent. Le malheur, c'est que même ceux que nous estimons être dotés d'une certaine lucidité sont tombés dans ce piège du fanatisme. Et c'est grave. Je parle de la FECAFOOT. Des gens m'ont dit, ouais, pourquoi tu parles de la FECAFOOT? C'est parce que c'est Samuel Eto'o. Hein, si c'était les autres étaient là avant lui, tu n'as pas... Non. Mais oui, c'est parce que c'est Samuel Eto'o. J'ai pas peur de le dire, c'est parce que c'est Samuel Eto'o. Pourquoi? Contrairement aux autres, Samuel Eto'o, il a un charisme, il a un charme, il a une allure.
Les autres n'avaient pas trop ça. Et quand je parle de son charisme, de son aura, Samuel Eto'o, aussi vrai qu'il est un footballeur, il a une reconnaissance non seulement nationale, non seulement nationale et continentale, mais aussi une reconnaissance mondiale. C'est une vedette, une icône du football mondial. Il n'est pas seulement du football africain. Donc il est reconnu. Et son talent l'a ouvert les portes des chancelleries et des gouvernements de ce monde. Et tout n'est pas n'importe qui. Sur le plan footballistique, c'est quelqu'un qui a fait taire, de par son talent, la plupart des Occidentaux. Qu'en Afrique, cette Afrique insultée, cette Afrique humiliée, cette Afrique piétinée, elle peut germer des talents les plus incroyables que la terre n'ait jamais connus. Et l'aura de Eto'o et son charisme lui a donné une telle reconnaissance que dans son pays, c'est quelqu'un qui est capable de faire et de défaire les autorités de cette nation. Et quand je parle des ministres, Eto'o a eu la tête des directeurs des ministres dans ce pays. Donc quand vous dites que vous êtes qui, vous parlez, vous foutez-nous le cas. On ne parle pas de lui qu'il est qui. La dimension que Eto'o a, la stature, les autres n'avaient pas cette stature. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas s'attaquer. Donc ne prenez pas des raccourcis que les autres ont fait. Non, ils ne pouvaient pas. Ils ont été recrutés par un système. Ils ont été imposés par un système. Donc ils étaient redevables par ce système-là. Ils pouvaient lever la tête, mais ça pouvait se limiter à un niveau. Et le jour où ils allaient très loin, on les met derrière. Il y a Mohamed. Il est derrière parce qu'il a un moment, il a refusé de se conformer. Et je vous l'ai toujours dit, Paul Biya, quand il vous positionne ou bien il valide que vous êtes quelque part, il se rassure toujours d'avoir vos casseroles. Quand Ia Mohamed est devenu un emballage indésirable, on a juste soulevé le dossier de Sodécoton, on l'a mis dedans. Tu entends ça? Donc, ils n'ont pas la même statue, les Tongiaroko, tout cela, ils n'ont pas la même statue que toi. Ia ne peut pas défaire un ministre, ou bien faire. Et tout l'a fait. Il a positionné des gens, il a mis des gens présidents. Il a orienté sur des décisions politiques au pays, et tout fils. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, il faut le dire. Il faut le dire. Quelqu'un dit que, ou bien c'est Pierre Célestin Titi, c'est le même fanatisme que vous avez pour Kamto. Mais le fanatisme qu'on a de Kamto ne nous enlève pas la raison critique. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous, au moins, on gagne de lucidité. Et le jour où Maurice Kamto ne va plus, ce qui nous lie, c'est les principes. Le jour où il va briser ces principes, le pacte qui nous lie de principes, la même verbe que nous avions pour les autres, nous l'aurions. Ça, c'est une certitude mathématique. Donc, ne te dérange pas. Moi, je suis fanatique de Kamto jusqu'à... Tu ne peux pas imaginer. Mais mon fanatisme ne me fait pas perdre la lucidité. Tu entends ça? Et le truc, c'est que le Cameroun est en crise de confiance. Il y a une crise de personnalité au Cameroun. Les Camerounais ne sont plus prêts à revivre le comportement de cet individu de Paul Biya. Donc c'est pour ça qu'ils sont très exigeants pour tous ceux qui viennent et qui pensent être l'alternative dans tous les domaines que ce soit. Ils sont plus regardants parce qu'ils se disent que si l'autre a géré pendant 40 ans notre pays dans cette situation de désolation permanente, tous ceux qui veulent gérer dans tous les domaines que ce soit doivent comprendre que
le Cameroun d'hier, les Camerounais d'hier ne sont plus les mêmes. C'est pour ça que nous sommes plus exigeants. Donc, si vous croyez que le fait que nous parlions d'Étofis, c'est de la jalousie, c'est une petitesse de votre part et c'est de la bassesse. C'est que nous ne sommes pas prêts à revivre ce que les autres nous l'ont fait. Et nous sommes plus exigeants vers lui parce que lui, il a un aura que les autres n'ont pas. Donc, ça veut dire quoi? Il peut utiliser son aura pour mieux faire. Il peut utiliser son aura pour mieux faire. Mais malheureusement, nous, on n'a jamais cru. Parce que, Étofis, quand on regarde sa démarche nous ressort quelques germes de dictature en lui. Et nous qui sommes avisés des comportements de certains individus dans notre pays-là, lorsqu'on voit de telles attitudes, parce que nous l'aimons, nous avons l'obligation de lui dire que mon frère, le chemin que tu vas utiliser, c'est pas bon. Avec ça, tu vas te rendre. C'est pas parce que les Camerounais t'ont donné un chèque en blanc que tu dois te permettre de tout. Nous ne sommes pas idiots. C'est pas parce que le peuple dit qu'il t'aime qu'ils vont accepter n'importe quoi. Lorsque nous le disions ici, les gens nous ont taxés de petits jaloux, d'aigris, qu'on ne peut rien. On ne peut rien proposer. Moi, j'ai fait le dernier direct que j'avais fait sur Samuel Eto'o. J'avais intitulé « Samuel Eto'o n'est pas différent de Paul Biya ». Je l'avais intitulé ainsi. Samuel Eto'o n'est pas différent de Paul Biya. Mais depuis hier, les gens me donnent raison. Tchoumbouti a vu ça loin. Je dis, hein? On dit Tchoumbouti a vu ça loin. Le gars demande à la hausse le mandat de président à la FECAFOOT. Il dit que c'est le COMEX qui a décidé. On sait comment on instrumentalise les choses. Nous ne sommes pas idiots. On sait comment les choses sont instrumentalisées au Cameroun. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Quelle est l'urgence de demander à revoir les statuts pour la hausse de la mandature du président? Et quand on va énumérer ça, les gens, non, mais c'est une reculade. Sur le plan principal, c'est une reculade. Si Eto'o est bon, il travaille ses 4 ans, il n'a pas besoin, on le reconduit. On le reconduit. C'est automatique. Il n'a pas besoin de demander à cet ordre du jour, de demander qu'on revoie la hausse. S'il travaille, on va le reconduire automatiquement. On va le reconduire s'il travaille bien. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser ces manœuvres parce que ces manœuvres ne sont pas différentes de Paul Biya. Pourquoi nous combattons Paul Biya? Paul Biya a égorgé le cours de la Constitution en 2008 pour faire sauter le verrou de limitation des mandats, pour se pérenniser, pour s'éterniser au pouvoir, se fossiliser à la tête du Cameroun. Et c'est les choses qui nous mettent en désaccord avec ce régime. Et c'est la même attitude qu'Étofis veut reproduire. Étofis veut sauter le verrou de la mandature à la tête de la FECAFOOT. Je ne crois pas un être messie. Et c'est pour ça qu'on peut être critique de toutes les formes de gouvernance. Mais l'une des formes de gouvernance dont la plupart des États modernes se revendiquent, c'est la démocratie.
Même si nous estimons que la démocratie peut aussi avoir ses limites. Mais de toutes les formes qui se présentent à nous, c'est la démocratie qui est le meilleur modèle. Et la plupart des pays modernes se revendiquent de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie incarne un ensemble de valeurs. L'état des droits, la séparation du pouvoir, etc., etc. Mais l'alternance. L'alternance. Pourquoi l'alternance? Même si vous êtes l'homme le plus intelligent, le plus brillant, les sociétés ont été organisées parce que lorsqu'on demande à faire la Constitution n'est pas seulement l'apport des constitutionnalistes. Non, il y a tout un travail de fond. Les sociologues, les anthropologues, les etc., tout autour, les psychologues. Oui, lorsqu'il faut produire les tests, on consulte tous ces experts. On les met autour de la table. Le psychologue, la sociologie, tout ça. Toutes ces sciences-là sont mises autour de la table. On doit repenser la loi fondamentale de notre pays. Mais cette loi fondamentale doit s'inspirer aussi des coutumes, des us et des coutumes du peuple. Et pour comprendre le peuple, l'homme, je vais le dire, on a besoin de faire de la psychologie, qui est très important d'ailleurs, parce que le monde aujourd'hui est géré, c'est la psychologie qui gère le monde. Ça, c'est fondamental, il faut le comprendre. C'est la psychologie. On a besoin des ethnologues, on a besoin des anthropologues, on a besoin des sociologues, etc. C'est parce que les sociologues ou les psychologues ont compris que l'homme par nature, c'est quelqu'un de divers et ondoyant, qui aime le pouvoir, qui aime dominer. Tous nous aimons dominer. Ce sont des études scientifiques établies, incontestables, que la nature de l'homme, elle est ancrée dans une volonté de domination. Il faut soumettre les autres. Il faut écraser, l'homme à ce côté. Il a la brute en lui. Il veut écraser, piétiner les autres. C'est pour ça qu'il a donc fallu la morale, Dieu, les églises, etc. pour réguler la société. La constitution, etc. pour réguler les mœurs. Que l'homme ne soit plus un loup point non. C'est Hobbes qui le disait. L'homme est un loup point non. Parce que la conditionnalité de l'homme même, son essence, c'est la brutalité, la violence, le désir de dominer l'autre. Pour empêcher que l'homme soit loup point non, que l'homme ne devienne un loup point non, il fallait réguler la société. Et la régulation de la société devait passer par des règles préétablies. Et ces scientifiques avaient compris que si on donne le pouvoir à un homme, même s'il a de bonnes intentions, le pouvoir risque de le corrompre avec le temps. Et il risque de devenir un loup poignant. Tu entends même que dans la régularisation, dans le but de réguler notre société, on cherchait un léviathan, on cherchait un individu qui pouvait, nous on devait juste aligner notre liberté. Et donc, sur le garant des règles qu'on s'est fixées, il devait donc organiser, donner la force légitime à l'État d'empêcher, de tuer la brute qui est en nous de manière embryonnaire. En donnant aux hommes les règles qui devaient régir le fonctionnement, afin que l'autre ne soit pas un loup pour l'autre. Mais celui donc qui possédait même ce pouvoir, qui était issu du peuple, les gens ont même réfléchi que, mais, à un moment,
le goût du pouvoir pouvait le corrompre et pouvait se fossiliser et tomber dans une dérive totalitaire, dictatoriale. C'est là où certains démocrates ont pensé que non. S'il faut donc parler aussi de démocratie, il faut que nous mettions un mécanisme qui permettra à cet homme, même s'il est intelligent, même s'il est brillant, il doit faire, voilà ce que la règle va permettre. Il peut faire tel mandat. Après, il passe la main. Parce que rappelez-vous aussi que selon la notion d'indispensabilité, personne n'est indispensable. Personne. Et la nature nous enseigne très bien sur ces principes. Que nous vivons sur Terre. La nature a su organiser les choses pour que les hommes ne se prétendent pas être dispensables pour la continuité de la survie sur la Terre des humains. Or, les sociétés qui ont compris ça, comment ils sont organisés? Oui, c'est un pays de démocratie. Le président se présente. C'est un mandat renouvelable. C'est un mandat de 5 ans. D'autres, c'est un septennat. D'autres, c'est un quinquennat. 5 ans. D'autres, c'est un mandat de 4 ans. Le président de la République se représente pour un mandat de 5 ans, de 4 ans ou de 7 ans, mais renouvelable une seule fois. Après ça, c'est terminé. Les Américains ont célébré Barack Obama. Non pas parce qu'il était seulement le premier président noir, mais c'est un gars brillant, intelligent, que je suis sûr que si on avait demandé aux Américains à l'époque, est-ce qu'on peut changer la constitution pour que Barack Obama se représente? La majorité des Américains l'ont accepté. On a beaucoup aimé ce monsieur. Bon, certains Américains l'ont beaucoup aimé. Nous autres, nous, c'est mitigé. Beaucoup l'ont beaucoup aimé. Mais malgré que Barack Obama soit un des présidents brillants, intellectuellement calés, la loi fondamentale de son pays était claire. Un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Donc s'il fait ces 4 ans et que le peuple veut encore le reconduire, qu'on le reconduise. Mais après les 2 mandats, Barack Obama, malgré que tu sois le président le plus brillant, le plus aimé, tu dois te reposer. Donc c'est ce mécanisme. Et on ne doit pas penser qu'il est le messie de l'Africaphone. Nous, stratégiquement, on peut être très d'accord qu'il soit. Moi, s'il m'avait convaincu, peut-être pas sur la dimension comportementale, je pourrais dire, bon, moi, j'aurais voté. Si on me dit, bon, Stéphane, toi, tu aurais voté pour Eto'o, pourquoi? Je vais dire non. Je voterai pour Eto'o à cause de son aura. Parce que nous, connaissant le fonctionnement de ce régime, où les administrateurs font comme s'ils étaient des substituts de Dieu auprès de leurs compatriotes, avec la carrure, la statue d'Eto'o fils, il peut discuter avec des ministres, il peut faire le bras de fer. C'est là où nous, on lui accorderait ce choix. Mais, au-delà de ça, Eto'o ne doit pas se présenter au Camerounais comme étant un messie. Comme s'il faut lui donner un chèque en blanc. C'est parce qu'il y a donc des fanatiques, comme plusieurs, qui l'ont acclamé, que le gars commence à dévier. Il a des postures d'un véritable dictateur. On sait comment c'est instrumental. Qui parle? Quand on vous dit, personne ne peut parler là où Eto'o parle. Tout ce qu'on essaie de faire, toutes les décisions, tout ce qu'on va faire, c'est un simulacre. Au commerce là, tu n'es pas d'accord dans le comité exécutif là, Eto'o te dégage. D'ailleurs, il a en train de dégager plusieurs. Les révélations, quand ils vous font des révélations, c'est que beaucoup n'ont pas le même courage parce que Eto'o a aussi des techniques les moins catholiques quand ils vont vous embarrasser. C'est pour ça que beaucoup se taisent. Mais certains dans les révélations vous disent que c'est un dictateur qui présente juste un visage d'agneau.
Vous n'êtes pas d'accord, ils vous mettent dehors. Et les gens vous disent que toutes les décisions qui sont prises au niveau de la FECAFOOT, c'est une taux. Il n'y a aucune consultation. C'est pour ça que les gens sont obligés de faire du griotisme, des albalèques. J'étais déçu. J'étais déçu. J'ai vu des aînés qu'on respecte dans le football. Aucun argument qui vient défendre tout. Parce qu'on ne peut pas être embarrassé par celui-ci. C'est grave, hein? Et on croit qu'on peut changer avec de telles attitudes de ce direct. C'est grave. Et les gens pensent qu'on peut. Mais je suis content parce que cette attitude nous renseigne effectivement sur l'homme, sur l'individu. Parce que nous avions vu ça. Les gens disaient, bon, c'est de la jalousie, nous sommes écrits. Il a dit, l'Assemblée a décidé qu'on doit. Et ça, ce n'est pas fini. Il veut travailler, il veut se dire, on ne refuse pas qu'il travaille. On ne refuse pas qu'il réforme le football camerounais. On ne refuse pas. Mais le truc, c'est que l'État ne peut pas réformer le football camerounais avec les méthodes qu'ont utilisées ceux qui veulent se fossiliser au pouvoir. Il doit démarquer. Et on est très exigeant envers lui parce que nous appartenons à une nouvelle génération d'hommes qui estimons que lorsque on veut donner une certaine modernité dans tous les secteurs de notre pays, il faut avoir de la transparence. Il faut être sincère envers nos collaborateurs. Cessons de tromper les Camerounais. Les Camerounais ont été nourris au mensonge, au bluff, à la tromperie depuis 40 ans. Il faut que ça cesse. C'est important. Et vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes un jeune, vous avez une autre vision, mais vous reproduisez les mêmes techniques, les mêmes stratagèmes que ces vieux gravataires ont utilisé pour se maintenir au pouvoir et que vous voulez utiliser. Mais vous êtes en train de pervertir la jeunesse. Vous êtes en train de tromper le peuple camerounais. C'est pour ça que nous, on est regardants et on se questionne sur cette attitude parce que ce n'est pas ton patrimoine la FECAFOOT. C'est le patrimoine du peuple camerounais. Il faut permettre que les gens s'expriment. Quel est ce pays où les gens, lorsqu'ils sont en désaccord avec vous, vous les chassez? Où ils sont en désaccord parce qu'ils n'ont pas fait le griotisme à votre endroit, vous les écartez. C'est pas normal. Il faut stopper. Je ne suis pas contre qu'on chasse des gens, mais il faut chasser selon les règles. Il faut écouter. L'autre pose un véritable problème pour la refondation du foot. Mais tu ne l'écoutes pas, tu le chasses directement. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi-même, je suis pour qu'on chasse des gens. Il y a un parti là, c'est que j'aime beaucoup. Mais il y a des voyous là-bas qui veulent neutraliser ce parti. Mais le truc, c'est que tout ce que ces gars font dans le MRC, ce n'est rien du combat politique. Ils ne recherchent pas la démocratie. Leur but, c'était de fragiliser le MRC et son président. On a vu les deux. C'est pour ça que nous autres, on a dit chasser-les. Et ça a eu l'approbation de la plupart de la multitude. C'est pour ça que tout le monde était d'accord. Quand on a chassé le type de Bafoussam là, tout le monde a salué ça. Ça n'a pas été un crime. On n'a pas dit que Maurice Kamto était un dictateur. Non. Mais c'est parce que tout le monde a vu l'attitude et le comportement de cet individu qui était anti-démocrate. Qui était une volonté de nuire au parti et à son leader. Et c'est pour ça que les gens ont salué la décision du directoire de l'OMC de le dégager. Mais s'il n'y avait pas ces éléments, parce que le MRC ne nous a pas imposé, non, c'était clair. Et le MRC s'est accroché sur les griefs, sur les règles qui régissent leur parti politique, l'organisation politique. Mais l'autre, Ngatama, Gibal, vous le chassez alors que
Le gars dit, voilà pour le fonctionnement, je suis pas. Au lieu d'engager de l'écouter, il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais comme vous estimez que vous êtes le... Et toi estimes qu'il est le substitut de Dieu sur terre, il a dégagé. Et ça, ce sont des dérives dictatoriales. Dictatoriales, pardon. Et ça, il faut empêcher. Donc, on va toujours continuer de dire et de dénoncer. Ça, c'est clair. Donc, que les fanatiques, là, vous nous excusez. Il se fait très tard. Chez moi, les voisins dorment. Je ne vais pas trop bavarder. Voilà. Mais il fallait qu'on sorte quand même. C'est vrai qu'on avait fait ça plus tôt. Mais le caporal Gris était en direct. Il ne fallait pas court-circuiter son direct. Ouais, vous dites que les Camerounais... Non, non. Il va se griller seul. Il va se griller seul. Nous, on connaît l'homme. On est renseigné sur l'homme. Donc, ça ne nous dérange même pas. Donc, racontez pour vous là-bas. Mais vous restez dans un fanatisme démesuré, c'est votre problème. Notre Cameroun, il est tellement cher que ce que Paul Biya a fait, le mal qu'il a fait à ce pays, nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe qui. Dans tous les secteurs que ce soit dans le football, que ce soit dans tout, nous ne sommes pas prêts. Donc quand vous dites, vous prenez de votre statut, vous dites que vous voulez changer les choses, faites-le dans les règles de l'art. Nous allons vous soutenir. Mais si vous le faites avec d'autres intentions et vous nous reproduisez la dictature, vous voulez stopper d'autres expressions, nous allons vous combattre sur le plan communicationnel. On ne va pas accepter ça. Même si nous serions en nombre inférieur, nous allons toujours nous démarquer. Je serai de ceux, et moi je m'aime bien, parce que franchement je n'attends rien de personne. C'est ce qui conditionne ma vie. Et c'est ce qui conditionne mon combat. Parce que quand je vois d'autres là, qui le soutiennent, qu'un argument, fanatisme, d'autres c'est pour de l'argent, du griotisme à l'endroit des tons. Vous croyez qu'ils vous respectent? Ils ne peuvent pas vous respecter. Il faut avoir le courage de leur dire. Et c'est ça. Moi j'ai un responsable pour finir. Un aîné, un responsable, très impliqué politiquement. Sur la dimension, la politique africaine, partout dans le monde. Il est très respecté ce monsieur, je taire le nom. J'ai souvent eu à discuter avec lui. Il me dit ceci. C'est un aîné, vraiment, que je connais quand même de longue date. Il me dit ceci, petit frère, j'ai beaucoup de respect pour toi et d'estime. Il dit, mais pourquoi sur ma petite personne, ma modeste personne? Il dit non. Même quand je me mettais en causait en terre des réunions avec des aînés, tu étais là, on devait réfléchir sur certaines décisions et tout ça en politique. Mais j'avais l'impression que les autres me donnaient, me rejoignaient dans ma posture. Pas parce que c'était vrai ce qu'ils disaient, mais c'était pour me conforter. C'était pour flatter mon ego. Et parce que c'est quelqu'un qui distribue, hein. Franchement, il donne très généreux. Il donne vraiment de l'argent. Mais tu avais donc des gens autour de lui, lorsqu'on doit discuter sur des questions et tout ça, lorsque lui, il avait une position, tout le monde, et c'était des aînés, tout le monde était là. Moi, il dit non, je ne suis pas d'accord. Pas parce que je voulais m'opposer, non. Ma raison critique, je lui disais, mais non. Voilà. Et je le faisais innocemment. Oh, tu vois, non, tais-toi, tu es un petit frère, tu me connais. Oh, non, tais-toi, tu me connais, tais-toi, machin, je vois. C'est même pas lui qui parlait, mais les aînés, parce que les aînés, eux, ils avaient peur que leur enveloppe. C'est pour ça qu'ils ne disaient pas. Or, moi, je le disais parce que c'était naturel. Et c'était vrai ce que je pensais. Je m'exprimais. Je peux peut-être me tromper. Mais au moins, j'étais très fier avec ma conscience. Parce que je n'épousais pas foncièrement une idée que je ne comprenais pas. Donc, j'apportais des arguments. Et tu vois, tous les aînés là, rejoignaient machin, truc et tout. Parce que pour eux, ah non, s'ils vont à l'encontre de la position du boss, ils n'auront plus les perdions bien les enveloppes. Moi, je m'en foutais. Il m'a rendu ce témoin, il m'a dit,
Parce que jusqu'aujourd'hui, il m'appelle. Il m'appelle, hein, même si on ne travaille pas sur certains trucs. Il me dit, petit frère, j'aime souvent ta position sur certaines questions politiques là. Parce que contrairement à d'autres, toi, tu ne mens pas, tu ne me fais pas, tu ne me dis pas les choses pour me faire plaisir. Il dit, ah bon? Il dit, mais comment ça? Il dit, non, 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 tu ne me flattes pas. Je dis, ah. Il dit, oui, 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 j'aime bien. Il me dit, continue d'être comme ça. Mais moi, j'ai vu des choses autour de lui. Certains même étaient comme ses papas. La façon dont, et vraiment, la pauvreté, hein, c'est un péché. Je prie, ne soyez pas pauvres, pardon. Ne soyez pas pauvres. Faites tout et tout. Soyez autonomes dans votre vie. Je vous en prie. C'est laid. C'est très laid. Faites tout et tout être autonome. C'est pas beau. J'ai vu des gens régner leurs convictions. Oh, oh, c'est quelque... Régner leurs convictions. Pour épouser une conviction. Parce que celui qui défendait cette position était celui qui les dépannait de temps en temps. De peur de ne plus être dépanné, les gars régnaient leurs convictions et leur position. Nous là, c'est pour ça que la plupart des gens n'aiment pas travailler avec nous. Pas parce qu'on est insubordonné ou insoumis. Ah non. Ah non. Ceux qui ont travaillé avec moi savent très bien. Je suis très soumis. La notion du leadership, je le sais très bien. Je sais assimiler la notion du leadership. Je sais respecter le leader. Je sais apporter, et je sais m'effacer devant le leadership. Beaucoup peuvent le témoigner. Beaucoup. Je prends souvent le cas de Kémy Séba. J'aime bien. Ceux qui causent peut-être avec Kémy Séba peuvent demander qu'est-ce que tu en penses de Stéphane Tchoumbou. Il vous dira. Même si aujourd'hui on n'est plus ensemble, on ne travaille plus. Parce que moi j'ai décidé de me concentrer sur le Cameroun. Il vous dira. Il vous dira. Parce que l'époque où je rencontre Kémy, on se rencontre. Moi aussi je faisais il y a la télé, donc j'étais un peu connu, on parlait beaucoup des trucs des pays africains, tout ça. Mais Kémy a un code de popularité, il est très aimé du peuple africain pour le combat qu'il mène. Et ça c'est bien. Parce qu'il est vrai dans son combat. Mais je vous le dis, je savais m'effacer pour que Kémy puisse briller. Je n'ai jamais été dans une logique de confrontation, tout ça. Oh, j'ai vu des gens souvent, et ils ne comprenaient pas. Lui dit non, 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 frère, si c'est toi qui dois porter le flambeau, et que nous, on doit te faciliter, je peux m'effacer pour que tu te facilites. Et je n'ai pas seulement fait à Kémy, à plusieurs, même au pays, leaders politiques. Pas parce qu'on était incompétent. Hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas parce qu'on était incompétent. Non, 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 non. Et d'ailleurs, nous, on a aussi notre rat, hein, qui touche beaucoup. Hein. Mais pour les enjeux, pour la compréhension de l'idéal, on sait que l'autre a plus d'aptitude. Il faut le soutenir, il faut accompagner. On peut servir en arrière. Mais ça ne m'a jamais pas arrêté de dire ce que je pensais. Moi, si je me suis séparé avec des gens, bon, pas pour le cas de Kémy. Hein. Kémy, c'est pas, on n'a pas eu de problème. On s'entend très bien. Le truc, c'est que moi, j'ai décidé de me concentrer pour le cas du Cameroun. Parce que lui, son combat, vraiment, c'est un combat panafricain. Je lui ai dit non, pour le moment, je me concentre parce que j'estime qu'il faut une base au panafricanisme dans notre pays. Donc, si un pays est libéré, on peut construire véritablement. Ça peut être politiquement, parce qu'il faut que institutionnellement, le panafricanisme soit encadré. Donc, moi, j'estime qu'il faut libérer les pays. Si on libère au moins un, deux pays, on peut matérialiser le panafricanisme. On peut institutionnaliser le panafricanisme originel. Donc moi, je préfère, voilà, c'est pour ça que je me suis écarté. Et tout ça. Parce que lui, il a un très gros projet plus avancé. Il vous dira sur le plan. J'étais très effacé. Il n'est pas seulement le seul. Au Cameroun, les bandas peuvent vous témoigner ça. Plusieurs, tous, dans leur âme et conscience, tous peuvent vous le dire. Parce que tous, même les David, tous peuvent vous dire sur le plan de leadership. Je sais respecter.
Mais avec certains parmi eux, je me suis séparé parce que idéologiquement, on était séparés, je ne pouvais plus. Et je leur disais ce que je pensais. Parce que ça ne m'aveuglait pas. Donc, celui qui a dit peut-être qu'on est fanatique, non, non. Moi, j'aime beaucoup le professeur Maurice Kamto, je l'aime. D'ailleurs, c'est un homme très humble. Je n'ai même pas besoin de le rappeler. Je ne pense même pas quand on voit, parce que ce type est tellement sincère, il aime tellement les Camerounais que j'ai l'impression que c'est nous les Camerounais qui allons le tromper. Il sera très difficile pour lui qu'il nous trompe. Parce que c'est pas qu'il force, c'est sa nature à lui. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés comme ça, qui sont conditionnés. C'est un type qui est né pour avoir le bon cœur. Il a le bon cœur. Tellement il a même le bon cœur que si Maurice Kamto n'avait pas ce cœur, ce régime-là ne tient plus debout, je vous assure. S'il était comme les autres politiciens véreux qui veulent le pouvoir à tous les prix, mais c'est qu'il y a des en difficulté. C'est que nous assistons à une guerre civile aujourd'hui. Parce qu'avec la statue que Maurice Kamto a, il est crédible. Il peut aller sur la dimension internationale, signer des accords avec des groupes de mercenariat international pour renverser le régime. Mais tellement c'est un monsieur du bon cœur que de tels penchants ou bien de telles idées ne passent même pas dans son schisme, dans sa conscience politique. Bon, quelqu'un dit Valentin Tagné, et tu as respecté Calibri? J'ai tellement respecté. En fait, c'est même le plus gros regret. Valentin Tagné. En fait, c'est la plus grosse bêtise de tout mon parcours en tant qu'homme politique d'avoir beaucoup respecté Calibri. J'ai dit que j'ai donné à Calibri ce que beaucoup n'ont pas donné. Ce que je n'ai même pas donné aux autres par le passé. J'ai tellement effacé ma personnalité. J'ai tué mon moi. Pour le laisser, il peut le dire, il ne peut pas le mentir. C'est pour ça qu'on va tout dire. Calibri me respecte et il me respectera. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu séparation entre Calibri et moi, Calibri m'a appelé, me supplier. Il a même envoyé des émissaires, des gens qui sont là. Plusieurs me supplient. Il a même voulu prendre une délégation pour venir à Bruxelles, se mettre à genoux devant moi. On ne fait pas ça à quelqu'un qui n'est pas soumis, qui ne respecte pas. Je l'ai toujours valorisé. Et ça, je le regrette énormément. Parce que lui, il a pris ça comme si j'étais un idiot. Parce qu'il y a des gens comme ça qui estiment que votre respect, votre soumission à son leadership est synonyme d'idiotie. Je le regrette amèrement. Parce que si j'avais montré mon vrai visage, il n'y aurait pas eu beaucoup de dérives. Je pense que par mon attitude, j'ai laissé faire certaines choses où je pouvais stopper dans le débat. Tu entends ça? Je peux le dire à haute voix, avec autorité. C'est le seul. Et ça, je le regrette amèrement. Plus jamais cette erreur. Parce qu'il y a des gens, quand vous vous effacez, ils pensent que vous êtes des idiots. Mais des lâches, des incompétents. Non. Moi, c'était à cause de l'intérieur supérieur de notre combat. C'est pour ça que le jour que ça a débordé la goutte, et que c'est terminé. Et si les sincères peuvent le dire, ma femme Pélécha dit, ne me sonne plus jamais. Il n'avait jamais su que je pouvais avoir ce recul. Mais je n'en veux pas. Je respecte son combat. Mais de grâce, qu'il ne neutralise pas le combat que nous menions dans la diaspora. C'est tout ce que je lui demande. C'est tout. Je l'évoque parce que tu l'as évoqué. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Stéphane Tchoumbou n'est pas jaloux. Stéphane Tchoumbou n'est pas incompétent. Stéphane Tchoumbou ne connaît pas mettre les pots de banane. Je te dis, c'est des choses que je parle et que les gens, plusieurs, peuvent confirmer qui étaient autour de nous. Je ne me suis jamais montré comme un challenger auprès des Calibiens. Oh, il a ses potes à lui qui le challengeaient.
Moi, jamais. Ça ne m'intéressait pas. Tout ce que je lui disais, l'intérêt du peuple d'abord. C'est ce principe et ce pacte qui nous lie. Mais le jour où ça sera brisé, tu verras mon visage. Donc c'était pour vous le dire. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Nous, on a défini la vie autrement. Il y a des gens qui se plaignent deux fois de ma modestie et de mon humilité. Qui dit, mais Stéphane, ton humilité là, c'est comme si c'est comme si c'était l'humiliation finalement pour toi. Je connais m'effacer. Je connais devenir petit quand il le faut pour élever les autres. Et je ne vais jamais renoncer à mon attitude, à mon acte. Parce que ça fait de moi ce que je suis. Je suis fier. Ça m'a bâti, ça m'a construit. Personne ne peut vous dire de sa bouche que je lui ai fait quelque chose. Non. Personne, je ne connais pas ça. Ce n'est pas les principes qui m'ont élevé. Ma mère, mon père. Moi, il y a une histoire qui me passionne beaucoup dans ma vie, l'histoire de ma mère. C'est pour ça que j'adore cette femme. Ma mère, depuis son existence, jusqu'à aujourd'hui, ma mère n'a jamais mis la peau de banane à quelqu'un pour que la personne grisse. Moi, je me rappelle, on a vécu des histoires dans la famille où on diabolisait. Moi, j'allais dans la famille de mon papa. Je ne vais pas percer les plaies ou bien enfiler les plaies. Parce que j'ai les membres de ma famille qui m'écoutent forcément. On diabolisait ma mère. On diabolisait ma mère qui m'a accouché. Moi, tant jeune, j'étais confus, mais quand je rentrais à la maison, ce qu'on racontait de ma mère, et quand je voyais son attitude, je dis non, mais c'est pas, est-ce qu'on parle de la même personne? C'est pas de la même personne, je ne crois pas. Ma mère ne parlait pas des gens. Ma mère ne nous disait pas, même quand elle avait les problèmes, avec soit les cousines ou bien les soeurs de mon papa, non. Ma mère ne diabolisait jamais. Elle ne restait pas comme ça. Il faut détester tel. Il faut faire ceci. Non. Même quand elle avait des problèmes avec des gens, elle n'en parlait même pas. C'est les gens du dehors qui venaient nous dire que votre mère a dit, ah. Je me rappelle une fois, quelqu'un manquait de respect à ma mère. Membre de la famille qu'on épouse. On n'était pas au courant. C'est une de mes tatas qui est venue dire à la maison. Je suis allé ramasser la femme là. J'ai grondé la dame. Quand je suis revenu, ma mère me dit, tu étais où? J'ai appris qu'elle ne fait plus jamais ça, elle ne te permet pas. Je dis, non, maman, non, 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 non. On ne peut pas te faire ça, toi la femme simple. Toi la femme effacée. Et ça, c'est les valeurs que ma mère nous a inculquées. Ma mère nous a inculqué ces valeurs. Et j'en suis fier d'être dans cet héritage-là. Ma mère jamais ne pourra se mettre dans une complicité. Et c'est pour ça que cette femme, les gens l'adorent. Je dis bien, ma mère, les gens adorent ma mère. Bon, moi aussi, je l'aime tellement. Vous voyez les valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. C'est vous qui avez cette petitesse. Et ma mère, le comportement que j'ai, je pense que c'est d'elle que j'ai pris. Cette femme, elle est prête à s'effacer. Elle ne devient rien. Vous allez prendre les éloges. Elle va tout faire derrière. Elle va tout organiser. Mais vous prenez les éloges, elle s'en fout. Et tant que ça marche, ça réussit, ça va. C'est la plus fière, c'est la plus grande joie de ma mère. C'est sa fierté. Tant que vous réussissez. Et ça, c'est des valeurs. C'est pour ça que quiconque touche ma mère me touche directement. Ça, je ne blague pas. Parce que sa vie, c'est une école. Et c'est cette école que j'ai reproduite dans la politique. Je vous le dis, hein, c'est vrai qu'on peut avoir des amis, mais franchement, je suis entouré. En amitié, familial, dans la famille, je suis une perle et rare. Ça, je vous le dis. Dormez bien. Je ne veux pas trop vous retenir. Il se fait tard. Je vous aime et merci. Mais il fallait qu'on réponde à cet individu qui
qui pensent que tout le monde est pareil. On n'est pas des petits hommes, nous sommes des grands hommes avec H. Donc s'il y a des hommes là, dans H là, plusieurs, Stéphane Tchumbo entre à l'intérieur, sont guidés par des valeurs. Et ça, on peut le brandir. On peut le crier fort. Ce n'est pas pour habitude souvent. C'est par l'orgueil. Mais c'est qu'il faut restaurer souvent la vérité. Et nous ne racontons pas les choses pour faire plaisir. Nous le disons parce que par l'acte, ça peut se vérifier. Beaucoup nous connaissent. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien, dormez bien. Merci.